Les atteintes de la colonne vertébrale sont un problème de santé publique majeur. Le disque intervertébral est souvent mis en cause. La compréhension de ce chapitre est donc importante. L'étude du disque suppose que le sujet est jeune, sain, et qu'il se lève après une longue période de repos. Le disque est en effet capable de supporter des charges très importantes et de jouer correctement son rôle, mais seulement dans ces conditions. La colonne vertébrale est un empilement d'os très peu déformables et de disques intervertébraux déformables. Par conséquent, ce sont les déformations des disques qui permettent les mouvements de la colonne vertébrale. Le disque est formé de deux parties, l'anneau et le noyau. Il occupe l'espace entre deux corps vertébraux. Au centre, le noyau, en forme de sphère, encore appelé le noyau pulpeux ou le nucléus. En réalité, il a une forme de coussin très aplati, mais on le représente généralement sous la forme d'une sphère qui modélise parfaitement son rôle dans la mobilité de la colonne vertébrale. Le noyau est entouré d'une partie périphérique, l'anneau, encore appelé anneau fibreux ou annulus fibrosus. L'anneau est formé d'une dizaine de lamelles de fibrocartilage solidement unies. L'anneau constitue donc l'enveloppe du noyau. L'anneau est un fibrocartilage, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un réseau très dense, très serré de fibres, ces fibres pouvant se distendre légèrement et donc emmagasiner et restituer de l'énergie lorsque cessent les contraintes. Ces fibres sont noyées dans du fibrocartilage qui occupe donc tout l'espace libre entre les fibres. Le cartilage est déformable et élastique, mais il est fragile et se fend lorsque les pressions dépassent un certain seuil. Cette image montre que les fibres se prolongent en haut et en bas dans l'épaisseur des corps vertébraux. Le disque relie donc solidement deux vertèbres et il est considéré comme un véritable ligament intervertébral. L'anneau et le noyau ont des propriétés spécifiques. L'anneau est un fibrocartilage élastique, donc déformable. Il s'écrase lorsqu'il subit une pression, et cet écrasement dure tant que dure la pression, et il retrouve sa hauteur initiale lorsque cesse la pression. C'est d'ailleurs la définition de l'élasticité. Le noyau sphérique favorise la mobilité des vertèbres. Une vertèbre posée sur une sphère peut basculer dans tous les sens, les processus n'étant pas représentés sur ces images. Les voici représentés et l'on sait que ce sont eux qui guident, contrôlent les mouvements des vertèbres. Le noyau, il est incompressible et déformable. Il est constitué essentiellement d'eau. L'eau est incompressible. Il est donc impossible de réduire son volume, même sous des pressions considérables. Le noyau est donc incompressible, mais comme l'eau, eh bien, il reste déformable si son enveloppe se déforme. Dès que le sujet est debout, un disque subit des pressions. En effet, chaque disque subit le poids de la partie du corps située au-dessus de lui, et chaque disque subit également les pressions dues au tonus musculaire
qui permet au sujet de se tenir debout. Bien évidemment, ces pressions augmentent si le sujet marche, court, saute, se réceptionne ou porte une charge. Le disque supporte donc des pressions parfois considérables, et ces pressions s'exercent à des endroits différents, suivant la situation des vertèbres, en d'autres termes, suivant la manière dont le sujet respecte ses courbures vertébrales. Si une pression s'exerce au centre du corps vertébral, toute la surface du disque intervertébral est écrasée, comme le montrent ces petites flèches qui représentent les pressions s'exerçant sur chaque partie du disque intervertébral. On voit ici en coupe le phénomène et les flèches qui écrasent à la fois le noyau et l'anneau. Si les pressions ne s'exercent pas au centre du corps vertébral, seule une partie du disque intervertébral est écrasée. C'est la partie postérieure dans le cas d'une extension, c'est la partie antérieure dans le cas d'une flexion. Et dans ce cas, les pressions se concentrent sur une zone réduite de l'anneau. On voit les flèches qui représentent ces concentrations de force, soit en arrière, cas de l'extension, soit en avant, cas de la flexion. On voit ici, en coupe, cet écrasement du disque, postérieur ou antérieur, suivant le mouvement. Le cas des rotations est important, parce que les rotations représentent une situation qui augmente les pressions subies par le disque. Et c'est une situation dont on n'a généralement pas conscience. Regardez, lors des rotations, le disque se vrille sur lui-même et l'obliquité de ses fibres augmente. Et par conséquent, lorsque l'obliquité des fibres augmente, les vertèbres se rapprochent et écrasent le disque intervertébral. On le voit également sur cette coupe, cet écrasement de l'anneau, cet écrasement du noyau lors des rotations. Alors, faisons le bilan. Lorsque la colonne vertébrale est en mouvement, les disques s'écrasent sur une partie de leur surface. Le fibrocartilage est écrasé et peut subir des lésions. Dans le cas des rotations, on a vu que ces pressions se répartissaient sur toute la surface du disque intervertébral. Mais le problème est que ces pressions se surajoutent aux autres pressions et par conséquent, les rotations constituent un important facteur de risque. Lorsque la colonne vertébrale n'est pas en mouvement, c'est-à-dire lorsque les courbures vertébrales sont respectées, les pressions se répartissent harmonieusement sur toute la surface du disque intervertébral. C'est le cas de l'haltérophile, qui est applicable d'ailleurs à toutes les situations de levée-portée. On notera d'ailleurs que les haltérophiles soulèvent des charges considérables, sans dommage, ce qui témoigne de la solidité de la colonne vertébrale lorsque les courbures sont respectées. C'est aussi le cas d'une poussée, d'une charge lourde, lorsque les courbures vertébrales sont respectées. Enfin, la marche constitue l'exemple type où de faibles pressions se répètent et répartissent harmonieusement sur toute la surface du disque intervertébral, à condition bien évidemment que les courbures vertébrales soient bien placées. Alors, voyons maintenant les rôles respectifs de l'anneau et du noyau. Lorsqu'une charge s'exerce au centre du corps vertébral,
les pressions se répartissent sur toute la surface du disque intervertébral. Ces flèches représentent la bonne répartition des pressions sur le disque. On voit sur cette coupe que l'anneau subit une partie des pressions symbolisées par les petites flèches et que le noyau subit également une partie des pressions symbolisées par ces petites flèches. Vous noterez qu'elles ont toutes la même hauteur, ce qui est le signe d'une bonne répartition de ces pressions. L'anneau est constitué de fibres au cartilage déformables et compressibles. Le noyau est incompressible. En s'écrasant, il va donc repousser l'anneau comme le montrent les flèches. Les fibres de l'anneau, elles ne supportent pas de charge. Elles se tendent. Et si elles se tendent, c'est parce que le noyau leur transfère une partie de la charge qu'il supporte. Le noyau joue donc un rôle de répartiteur de charge entre lui-même et les fibres qui le ceinturent. Mais plus les fibres de l'anneau sont tendues, plus elles tendent à écraser le noyau et à ramener ce noyau à sa forme sphérique initiale. Plus les fibres ramènent le noyau à sa forme sphérique, plus elles limitent l'écrasement du noyau. Et en même temps, elles limitent l'écrasement de l'anneau. De plus, lorsque les fibres de l'anneau écrasent le noyau, comme en témoignent ces flèches, le noyau repousse à son tour les corps vertébraux, ce qui limite encore l'écrasement de l'anneau et du noyau. Conclusion. L'anneau et le noyau se protègent mutuellement, de telle sorte que l'anneau et le noyau ensemble supportent des charges plus importantes qu'ils ne peuvent en supporter séparément. En contrepartie, si l'un est lésé, il ne pourra plus protéger l'autre, qui sera à son tour rapidement lésé. D'autre part, ces phénomènes confèrent au disque intervertébral un rôle d'amortisseur et la marche illustre bien ce phénomène. Le noyau et l'anneau contiennent de l'eau. Dès que le noyau ou l'anneau perdent de l'eau, leurs propriétés se réduisent et la colonne vertébrale accomplit moins bien ses fonctions. Le corps humain est constitué de 2/3 d'eau. Si vous pesez 60 kg, vous êtes constitué de 40 litres d'eau. La colonne vertébrale baigne donc dans un milieu riche en eau. Les vertèbres contenant 25% d'eau, l'anneau contenant 70% d'eau et le noyau contenant 90% d'eau. Ces valeurs sont celles d'un sujet jeune. Les valeurs d'un sujet âgé sont plus faibles. Le noyau contient des protéines symbolisées par ces petits points foncés. Les protéines du noyau attirent l'eau des corps vertébraux avec une pression considérable. Et ceci est un phénomène permanent. La forme normale du noyau est donc celle d'une sphère. L'eau peut rentrer et sortir très rapidement dans les corps vertébraux
Mais c'est un phénomène mécanique, dans lequel les protéines hydrophiles n'interviennent pas. On peut imaginer une éponge pleine d'eau que l'on écrase un court instant dans une assiette. L'eau sort et rentre par le même phénomène mécanique. Lorsque le disque intervertébral subit des pressions importantes, ou bien prolongées, ou bien répétées, l'eau dans un premier temps sort rapidement, et puis elle sort très lentement. Très lentement signifie que ce phénomène peut durer plusieurs heures. Dans ce cas, le noyau s'aplatit et la mobilité des vertèbres se réduit. Regardez la silhouette de cette vertèbre en flexion et en extension. Elle correspond à sa position sur un noyau parfaitement sphérique. Et on voit bien que l'amplitude des mouvements est plus importante avec un noyau bien sphérique. Le retour de l'eau maintenant des corps vertébraux vers le noyau. Dans un premier temps, il est assez rapide, et dans un deuxième temps, il est très lent. Lentement signifie que ce phénomène peut également durer plusieurs heures, cette durée dépendant des contraintes subies par le disque intervertébral. On en conclut donc que des périodes de repos doivent impérativement être respectées lorsque le disque subit des pressions importantes, prolongées et répétées. Ces périodes de repos sont absolument nécessaires pour permettre à l'eau de rentrer dans le noyau et lui permettre d'assurer ses rôles. On peut donc établir le bilan quotidien des entrées et des sorties d'eau. Lorsque le sujet est debout, le poids du corps et le tonus musculaire écrasent le noyau. Les protéines attirent l'eau en permanence, mais les sorties d'eau sont supérieures aux entrées. La hauteur du disque diminue donc tout au long de la journée et le noyau s'aplatit d'environ 1 mm. La hauteur de la colonne vertébrale peut ainsi diminuer de 2 cm au cours de la journée. Lorsque le sujet est couché, les disques ne subissent plus les pressions liées au poids du corps et au tonus musculaire. Les entrées d'eau sont supérieures aux sorties et le noyau reprend sa forme initiale. La plupart des organes du corps reçoivent en permanence du sang qui leur apporte les nutriments nécessaires et évacue les déchets de leur métabolisme. La périphérie du disque intervertébral est bien parcourue par des nerfs et des vaisseaux sanguins, mais ces nerfs n'innervent pas le disque. Par conséquent, les lésions du disque ne seront pas douloureuses, alors que la douleur peut constituer un signal d'alarme sur les risques que court l'organisme. De même, les vaisseaux sanguins n'irriguent pas le disque. C'est donc un autre mécanisme qui va apporter au disque les nutriments nécessaires et évacuer les déchets de son métabolisme. Dans les corps vertébraux, l'eau contient les nutriments de l'oxygène nécessaire à la vie des cellules, des vertèbres. Et par conséquent, toute activité physique favorisera ces échanges d'eau qui assureront donc l'apport de nutriments et d'oxygène du disque et l'évacuation des déchets de son métabolisme. L'exemple de la marche que nous venons de voir montre comment ces échanges d'eau répétés assurent les fonctions normalement exercées par le sang.